Vous suivez Embarquant dans la nouvelle dimension. Résilience d'une famille face à la précarité financière. C'est la thématique que nous abordons aujourd'hui avec Jacques Christian Nsou. Il est sociologue de l'éducation et bien sûr également avec Paul Likibi-Padou. Il est conseiller conjugal. Alors, Monsieur Nsou, on va poursuivre nos échanges. Alors, tout à l'heure, vous étiez en train de nous expliquer que la précarité pouvait affecter le lien social et tout. Alors, quand une famille se retrouve dans cette situation, au-delà des proches ou bien à part les personnes qui nous entourent, il y a la famille elle-même qui est vraiment, vraiment concernée, c'est-à-dire l'homme, la femme, les enfants. Alors, en quoi cette situation peut affecter l'éducation des enfants? Voilà, je vais essayer de séquencer les liens. Quand on va prendre le lien familial, on prend les enfants. Donc, c'est la filiation. Et quels sont les devoirs de la filiation? Il faut éduquer l'enfant, donc envoyer l'enfant à l'école pour recevoir l'instruit. Il faut habiller l'enfant. Il faut loger l'enfant quelque part, autrement dit, les besoins fondamentaux de l'enfant. Mais la précarité amène à ne pas satisfaire ces besoins-là. Du coup, un jeune, surtout un préadolescent, qui ne sent pas ses parents proches en train de satisfaire ses besoins, va commencer par chercher une solution dehors. Ça pourrait devenir un éduqué non réceptif. Voyez-vous? Oui. Donc, la précarité a donc affecté la filiation à ce niveau-là. Je prends la germanité. Donc, le lien qui lie deux frères dans une famille. Lorsque l'oncle n'a plus les moyens pour aider l'autre, qu'est-ce qui se passe? Vous allez dans la famille, vous avez beau être l'aîné, tout le monde vous dira devant le cadet ou le benjamin, le grand frère est arrivé. C'est vous l'aîné, vous êtes assis, vous êtes là en première position. Mais le benjamin est venu après parce que lui, il a les moyens. Votre précarité faisant, vous êtes finalement le benjamin. Et on dit au benjamin, voilà, le grand est arrivé. En fond, on dit, Medahoa. Voyez-vous, tout ceci est symptomatique de ce que nous sommes en train de dire. On prend quel lien encore? Un lien organique sur le plan professionnel. Vous êtes ensemble sur le plan professionnel, vous avez des affinités, les compétences sont partagées normalement, mais il s'est fait que vous avez commencé par avoir de difficultés, de faiblesses, de déséquilibre par rapport à la participation financière de ce que vous faites ensemble. Les autres vont commencer par vous reléguer au second rang. Comme quoi, c'est celui qui apporte beaucoup qui est à considérer dans ce lien. Donc, quand nous prenons n'importe quel lien, lorsque le lien n'est plus nourri comme cela se doit par quelqu'un, la personne commence par s'éloigner elle-même, ou bien le groupe de personnes qui entretient ce lien avec de telles personnes commence par s'éloigner parce que la sève ne coule plus comme ça doit l'être. Ça, c'est ce que nous pouvons comprendre par la précarité. Comment est-ce que la précarité peut affecter les liens sociaux? Pour deux personnes en couple, là, c'est le lien de l'alliance. Deux personnes en couple, donc c'est le lien de l'alliance. Au départ, l'alliance vient des liens électifs. On a vu quelqu'un qui a plu, on est devenu amis proches avec la personne et vous êtes ensemble. Alors, vous allez constater qu'avec le temps, pour être ensemble, il faut pouvoir satisfaire les besoins, comme nous avons dit. Et voilà que la précarité sonne à la porte. Le déséquilibre s'installe. Alors là, vous ne pouvez plus ou vous n'êtes plus en mesure de donner pleinement ce qu'il faut donner. L'autre partenaire de cette alliance commence par se dire il n'est plus apte comme il était avant. Donc la précarité affecte forcément nos liens, que ce soit les liens familiaux comme les liens sociaux.
Alors, pour les enfants, tout à l'heure, je parlais, ça affecte également l'éducation des enfants parce que je vais vous donner un exemple. Hein, vous allez me dire si c'est vrai ou pas. Si peut-être les conditions de vie que vous aviez auparavant vous aidaient peut-être, vous permettaient peut-être d'envoyer votre enfant dans une grande école, quand ça va baisser, forcément, vous allez lui changer d'école. Et si l'enfant n'était pas habitué peut-être n'était pas habitué peut-être à travailler dans ce cadre-là, ça peut affecter peut-être ses résultats. Ce changement aussi, n'est-ce pas? Je vous pose la question. Mais c'est une réalité et puis c'est un cas réel. Je suis d'accord avec vous parce que lorsque les conditions changent pour un enfant, pour un apprenant, et on ne le fait pas participer à ce changement, et l'apprenant commence par réfléchir lui-même à ce qui se passe, ça affecte son rendement scolaire. Ça là, c'est clair. Et je ne vais pas trop dire en vous donnant l'exemple d'une petite fille de la classe de 5e qui a demandé à sa maman d'aller voir un psychologue pour discuter avec ce psychologue-là. La maman dit, mais pourquoi tu veux voir quelqu'un pour parler? Dis-moi tout. Il dit, non, je veux voir un spécialiste. Et là, quelqu'un a dit à la maman d'aller nous voir. Et la personne nous a vus et puis dit, ma fille demande de rencontrer un spécialiste, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être avec vous, elle va parler. Nous avons reçu la fille et c'est là la fille a dit, depuis un moment, papa et maman se discutent tellement que je n'arrive plus à travailler à l'école. Au premier trimestre, j'ai eu 15 de moyenne, mais maintenant j'ai eu 12 et puis je ne me sentais pas bien. J'ai donc demandé à rencontrer quelqu'un. Nous avons eu la chance de rencontrer le père. La mère n'a pas eu l'ouverture d'esprit pour nous dire tout ce qui se passe. Mais le père nous a expliqué que depuis qu'il a perdu son travail, depuis qu'il n'arrive plus à payer ce qu'il faut, il a été obligé d'enlever sa famille d'une maison où il était 2 chambres salon et il a loué finalement une chambre salon. Donc tout le monde est ensemble dans la chambre. Et c'est depuis ce temps que les problèmes ont commencé. Juste pour vous dire que la précarité de ce père de famille, ça ne veut pas, depuis qu'il a perdu son emploi, ça ne veut pas dire qu'il n'apporte plus de l'argent à la maison. Il en apporte, mais plus suffisamment pour donner à sa famille ce qu'il avait l'habitude de donner. Donc, ceci a affecté non seulement le rendement scolaire de sa petite fille, mais également l'harmonie de sa famille qu'il avait au départ. Donc, nous avons travaillé avec lui pour qu'il puisse faire participer la petite fille à ses réflexions pour changer de situation, à la dame aussi, donc son épouse, à lui, ce qu'il est en train de vivre comme situation pour changer. Et ensemble, la famille a pu surmonter ces difficultés parce qu'on peut surmonter. La précarité, c'est quelque chose qui peut arriver à tout moment. Nous sommes tous en situation de précarité d'une manière ou d'une autre. L'essentiel, c'est de savoir comment travailler cette situation pour pouvoir changer et ne pas laisser cette situation devenir une pauvreté, une situation de précarité aiguë. Monsieur Likibi, lorsqu'on n'a pas la chance d'avoir des enfants qui arrivent à nous, qui nous comprennent et tout, est-ce que cela ne va pas avoir d'autres répercussions, par exemple, quand on n'a pas la chance d'avoir des enfants qui se rendent compte vraiment que les parents sont en train de traverser une situation difficile et essayent peut-être de s'habituer à cette situation, de s'adapter? Quand au contraire, peut-être vos enfants ne comprennent pas, est-ce qu'il y a d'autres répercussions, par exemple, quand l'enfant se rend compte que les choses ont changé à la maison, l'enfant se rend compte qu'il n'arrive peut-être plus à faire ce qu'il faisait avant, tout de suite, au-delà des exemples que M. Winsou vient de donner, en quoi ça peut encore affecter l'éducation de l'enfant, ou peut-être quelles répercussions cela peut avoir sur la relation entre le parent et l'enfant? Alors, je crois que votre question est suffisamment claire. Les enfants qui en arrivent à ce que vous venez d'évoquer, c'est le simple fait que pendant la socialisation, c'est-à-dire que pendant on prépare cet enfant à devenir un adulte, nous n'avons pas pris le soin de l'insérer dans la famille. Il faut avoir des dialogues. Il faut parler avec les enfants. Vous savez, quand vous ne dites rien, mais les enfants sont ceux qui observent le plus dans une maison. Et ça, la preuve, cette fille, l'exemple que vous avez donné, cette fille qui n'a pas voulu parler aux parents,
parce qu'il estime que les parents auraient dû parler avec elle avant que ces choses n'arrivent. Mais quand la goutte d'eau qui a fait déborder le vase a prouvé que ce n'était plus vivable, eh bien, elle est sortie pour aller chercher le secours ailleurs. Et encore, elle a eu une pensée bien meilleure que les enfants auxquels vous faites allusion qui ne comprennent pas, mais parce que les parents ne leur ont pas donné l'habitude de discuter, de comprendre, de dire ce qui se passe en vérité. Voilà. Vous savez que le grand thème, comme vous le savez, c'est quand les parents sont épanouis, les enfants le sont aussi. Mais les enfants ne peuvent pas l'être sans les parents. Parce que ce sont leurs modèles pour les enfants. Ils prennent le modèle sur leurs parents. Et si à la maison, permettez-moi de dire cette expression toute vulgaire, quand à la maison c'est gâté, nous formons des futurs gâtés. Parce que ils vont, si c'est les garçons, eh bien, quand ils auront des ménages, ça va se passer comme ça s'est passé avec les parents. Donc, les conséquences sont multiples et c'est très difficile de rattraper parce que tout se fait entre 0 et 6 ans. Quand, pendant cette fourchette de temps, vous n'avez pas habitué les enfants à communiquer, à savoir comment prendre une responsabilité, eh bien, après, ce sera difficile. Alors, pour le couple aussi, je pense que le couple n'est pas épargné par cette situation de précarité. Est-ce que ça affecte certainement la relation entre l'homme et la femme? Exactement. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Alors, bon, c'est-à-dire que les conséquences, ou disons, les réactions varient selon, comme nous l'avons dit entre-temps, l'éducation de l'un ou l'autre. Parce que si, peu importe, c'est vrai que chacun des conjoints sort d'une famille ou d'une éducation. Mais si, ensemble, pour bâtir notre couple, nous n'avons pas brisé les murs de Jéricho, c'est-à-dire ce qui peut constituer des secrets de Polichinelle, eh bien, nous allons vivre ça difficilement. Parce que mon mari ne m'a pas dit ça depuis qu'on se connaît, ma femme ne m'a jamais dit ça, et c'est pourquoi une communication s'impose entre monsieur et madame. Et s'il n'y a pas cette communication, c'est sûr que chacun voudra s'agripper sur une bouée de sauvetage, mais qui n'est pas d'ordre à rassembler, mais plutôt à détruire. Monsieur Ouessou, comment une famille devrait-elle faire face à une précarité financière? La première chose à faire dans une famille lorsque la précarité s'annonce, c'est d'instituer la table de discussion, la table de dialogue. C'est de faire participer les enfants, si déjà ils ont la chance d'avoir des enfants en âge de comprendre, déjà la préadolescence peut comprendre, de faire participer les enfants à la prise de décision. Si éventuellement un des parents décide d'améliorer sa qualité et sa capacité de production de recherche sociale en étudiant, en allant encore prendre d'autres connaissances, par exemple, il va falloir faire participer l'autre conjoint à la prise de décision de manière consensuelle. Parce que ceci, parfois, fait disloquer encore les couples et ça rejaillit sur les enfants. Donc, la famille ressent, en voulant corriger la précarité qui s'annonce, on crée d'autres problèmes encore. Donc, c'est simplement en dialoguant, en prenant patience, en expliquant jusqu'à arriver à une situation de consensus, donc des concessions de part et d'autre, pour pouvoir trouver une situation acceptée de tous, et ensemble, on fait ce qu'on a décidé. Si on décide de quelque chose et un partenaire fait autre chose, alors ça sera encore très difficile de quitter la situation de précarité. Donc, ce qui est décidé, on doit le faire et évaluer après si le résultat attendu est au rendez-vous. Autrement, la situation de précarité va perdurer jusqu'à créer des situations problématiques et irréparables.
Alors, j'aimerais bien qu'on revienne sur les répercussions que la situation de précarité, ces répercussions qu'elle peut entraîner au sein d'une famille. Je commence par vous, je commence à Monsieur Likibi. Bon, je commence à Monsieur Likibi, allez-y. Reprenez votre question. Voilà, j'aimerais savoir quelles sont les répercussions que cette situation de précarité, quelles sont les répercussions qu'elle peut entraîner au sein d'une famille. Alors, les répercussions, elles sont nombreuses. Et puis, je crois que pour un couple uni et solidaire, la première réaction, c'est de sauver la famille. Parce que s'il y a les enfants avec, les conséquences peuvent emmener, comme nous l'avons dit dans certains exemples que nous avons pris, emmener à la séparation. Or, ce n'est pas le souhait. Mais le souhait, ce serait de sauver. Mais pour sauver, il faut se tenir la main. Il faut être transparent. Il faut être résilient. C'est-à-dire que le combat, c'est celui qui nous conduit à comprendre la situation dans laquelle nous sommes tous et puis à entrer dans une résilience qui fera que nous sommes unis, nous sommes dans un corps dont les membres sont les enfants, l'épouse, donc nous constituons ce corps et il nous faut nous tenir pour dépasser tout ce qui peut nous détruire. Donc, il vaut mieux que pour éviter que les parents, les enfants, chacun se mette de son côté, il faut d'abord se mettre ensemble. Quand vous vous mettez ensemble, quand vous engagez, comme a dit le coach Christian, quand vous vous engagez dans un dialogue qui permet alors de rattraper un certain nombre de choses, à ce moment-là, vous évitez la catastrophe. Et si vous prenez cette initiative, eh bien, à partir de ce moment-là, eh bien, tout ce qui peut arriver comme pour détruire, eh bien, vous allez mettre un contre... vous allez mettre un échec à ce que vous apporte la précarité et vous sortez finalement de ce déluge. Monsieur Wessou, comment peut-on aider, comment peut-on accompagner notre ami, notre frère, notre sœur qui vit une situation de précarité financière? La première chose à demander à cette personne qui vit une situation de précarité financière, c'est de savoir les raisons de cette précarité. Parce qu'on ne rentre pas dans une précarité financière du jour au lendemain. Il y a toujours une cause. Qu'est-ce qui a provoqué cette précarité? Si c'est un boulot que j'ai et qui ne me permet pas de satisfaire mes besoins, je cherche d'abord à me revaloriser, à changer de boulot, à trouver meilleur. Si c'est des handicaps ou autres que j'ai, je cherche à surmonter en quelque sorte ce qui m'amène dans la situation de précarité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si je suis dans une famille, je cherche à discuter avec tous les membres de la famille pour les amener à participer à mes efforts pour sortir de la situation de précarité. Lorsque je vais commencer par faire des efforts seul, je pourrais amener les autres dans un état de frustration et je finirai par m'isoler. Et quand il sera isolé, il ne pourra plus continuer par travailler pour sortir de sa situation de précarité. Voilà pourquoi il faut faire participer tous les membres de la famille à l'effort de renversement de la situation pour qu'ils puissent pouvoir s'en sortir. Le dernier point en réalité, c'est que la situation de précarité ne peut pas partir si notre ami ne maîtrise pas réellement comment, là où il ou elle veut venir. Parce que si éventuellement les exercices qui sont en train d'être préparés, s'il est en train de faire participer sa famille et il ne détermine pas le point de chute, alors il risque de tourner en rond sans jamais voir l'effet de ses efforts. Donc, il va falloir que l'objectif soit clair. Je veux quitter un point A que je sens précaire pour un point B. Encore faudrait-il que je maîtrise clairement le pourquoi ma situation au point A est précaire. Notons que la situation précaire d'un individu
d'un individu A n'est pas forcément cette même situation pour un individu B peut ne pas être précaire parce que c'est bien géré. Si votre situation est bien gérée, vous n'allez pas voir la précarité. Je considère que vous allez à terminer avec votre mot de la fin. Alors, Monsieur Likibi, à vous donc votre mot de la fin pour terminer. Le mot de la fin, c'est inviter chacun et chacune de ceux de nos auditeurs et auditrices à ne pas penser que la précarité, c'est une catastrophe. La précarité a besoin d'être en amont pris avec beaucoup de délicatesse et ensemble essayer d'aller vers les solutions qui sont en notre possession. Parce qu'il ne faut pas aller chercher les solutions dehors. C'est à l'intérieur de la maison. C'est à l'intérieur de la maison. Donc, beaucoup de résilience, c'est-à-dire que chacun s'arme d'une capacité de surmonter chaque situation. Voilà qui est bien dit. Merci à vous. Je rappelle, résilience d'une famille face à la précarité financière, c'est la thématique que nous avons abordée avec vous. Jacques-Christian Issou, qui est sociologue de l'éducation, et bien sûr Paul Likibi Padou, qui est conseiller conjugal. Et ce sera tout pour Embarquons dans la nouvelle dimension de ce lundi. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme à toutes et à tous.